Jeudi, jour de paye, mais aussi jour de podcast Leader RH. Merci d'être là et de nous suivre sur les différentes plateformes. Aujourd'hui, j'ai une conversation très intéressante avec Annick Paradis, qui est directrice expérience employée et soutien à la performance chez Logisco. Logisco, c'est des logements, des résidences personnes âgées, des hôtels. C'est aussi la première personne sur le podcast qui a la fonction expérience employée plutôt que RH ou talent, culture. Donc, ça va être intéressant de voir sa conception de la notion d'expérience employée. On parle de SIRH, d'avoir les outils. On parle de tableau de bord. On parle de processus. Vraiment intéressant à vous mettre à l'oreille. Alors, bonne écoute. Bonjour, Annick. Bonjour. Bienvenue au podcast Leader RH. Donc, Annick Paradis, directrice expérience employée et soutien à la performance chez Logisco. Oui. Ça, c'est ton titre actuel. J'ai hâte d'en entendre parler aussi. Tu es la première personne expérience employée qu'on a. Les autres, c'est talent, RH, tout ça. Fait que je suis curieux la perspective que tu y mets. Mais on débute, on recule quelques années en arrière. C'était toute jeune. Ton premier contact avec les RH, est-ce que tu t'en souviens? Mon premier contact avec les RH, ça dépend de ce que tu entends par RH, parce que je n'ai pas étudié en ressources humaines. Moi, j'ai une maîtrise en administration publique, puis je suis spécialisée en analyse et développement organisationnel. Fait que j'ai sûrement fait des RH sans le savoir quand je faisais du développement organisationnel, mais je ne m'étais jamais associée à cette discipline. Jamais. Puis, même que je la reconnaissais pas beaucoup. Okay. J'étais fière de dire que j'étais en développement organisationnel. Puis, un jour, quand j'ai atterri chez Logisco, dans le poste que j'occupe, ben, j'ai été sélectionnée pour faire du développement organisationnel et de l'expérience employée. Puis là, ben, je me rends bien compte que les RH, ça fait partie de l'expérience employée. Donc, je dirais que dans ma première semaine, dans mon rôle de directrice expérience employée, ça m'a sauté en plein visage. Puis l'image qui est apparue dans mon cerveau, c'est la pyramide de Maslow qu'on avait appris à l'école. Puis pour moi, les besoins de base de l'expérience employée, c'est tout le volet ressources humaines. Est-ce que je reçois une paye? Parce que des fois, il y a des employés qui n'avaient pas de paye. Est-ce que ma paye est correcte? Est-ce que je suis rémunérée à ma juste valeur? Est-ce que ma rémunération est équitable? Donc, toute la base de la pyramide, ça a été ça mon premier contact avec le volet ressources humaines. Puis c'est quoi? Je me suis pris à aimer ça. Okay. Puis quand j'étais plus jeune, puis que mes parents me demandaient, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je voulais être première ministre du Canada, je voulais faire plein de choses. Sûrement coiffeuse aussi quand j'étais en maternelle. Là. Je m'en souviens plus trop. C'est connecté. Mais ma mère, elle avait un top 2, puis elle n'en démordait pas, puis elle disait soit relations industrielles ou avocate. Ah. Puis tu vois, maintenant que je suis chez Logisco en expérience employée, ce qui est vraiment en moi naturellement, c'est mon sentiment de justice aiguë. C'est ce que j'ai retrouvé à la Ville de Québec dans un de mes emplois, l'équité et la justice, mais aussi le besoin de défendre la veuve et l'orphelin. Pour moi, c'est vraiment important. J'ai beaucoup de réparties. Tu vas peut-être te rendre compte durant le balado. Puis c'est un don que je voulais utiliser pour que tout le monde puisse justement être bien dans la vie. Donc, que tu sois bien où tu es, pour moi, c'est important. Puis en arrivant chez Logisco, je me suis dit, crime, il faut que je fasse des RH. Il faut que j'apprenne les RH. Fait que j'ai appris les ressources humaines chez Logisco. Donc, avant 2019, sûrement que je touchais aux ressources humaines sans le savoir parce que j'ai touché à la reconnaissance et à plein de choses avec le DO. Mais c'est vraiment quand je suis arrivée puis qu'à ma première semaine, quelqu'un est venu me parler des congés. Ils m'ont dit, hey, savais-tu que c'est pas un vrai 4 semaines de vacances? Oh. Non. Fait que ça a commencé comme ça par plein d'anomalies qu'il y avait. Puis mais c'était pas ta première expérience de travail en tant que telle. Tu as commencé ta carrière à la ville. Oui. Mais j'étais au service de la planification et du développement organisationnel. Okay. Parce qu'à la ville, il y a aussi un service des ressources humaines. Mais... fait que à la ville, c'était 2 départements. Oui, puis il y avait un petit conflit entre les 2 départements parce qu'au service des ressources humaines, il y a une division de dotation, il y a une division relations de travail-paye, puis il y a aussi une division formation et développement organisationnel. Puis dans le temps où j'étais là, il y avait environ 6 personnes qui travaillaient en formation et DO pour une entreprise, une organisation de plus de 5000 employés. Donc, ils faisaient le DO très accueil et intégration, puis ils s'occupaient beaucoup du programme de développement des gestionnaires. Mais tout le reste, tout ce qui était le reste du DO, les processus, la performance organisationnelle, la planif stratégique, c'est ce qu'on faisait où moi j'étais.
au service de la planif et du DO. C'est comme si le côté transactionnel des RH était d'un côté, puis le côté stratégique était séparé, puis ça ne relevait pas de la même direction. Non. Ah, OK. Fait que tes premiers pas à la ville, tu dis performance. J'étais la seule qui avait étudié en développement organisationnel, parce que la ville venait de faire sa fusion. Moi, je suis arrivée en 2006 dans ce service-là. Les fusions ont eu lieu en 2001. Fait que c'était rempli de gens fantastiques, mais qui n'avaient pas étudié en développement organisationnel. Donc, il y avait des urbanistes, des architectes, dans plein de genres, dans plein de disciplines très, très, très variées qui étaient dans ce service-là, qui étaient plus au service du volet, mettons, planification de cette direction-là. Mais j'étais la seule en DO. OK. Puis c'était quoi tes mandats? Pourquoi on t'avait embauché? Bien, faire des plans d'affaires, la planif stratégique. Mon premier mandat à vie, là, du haut de mes peut-être 26 ans. Je suis arrivée en 24 ans. 24 ans. J'avais même pas encore fini ma maîtrise. Puis mon premier mandat, c'était de déployer la politique familiale de la Ville de Québec. Est-ce que je te raconte comment j'ai fait ça? Politique familiale en lien avec les employés ou... C'est la Ville de Québec avait élaboré la toute première politique familiale de la Ville de Québec. Elle avait gagné un prix pour cette politique-là. OK. Mais là, il restait à la déployer. Fait que là, moi, j'arrive dans ce poste-là, puis on me dit, tiens, tu vas faire ça. Comment j'ai consulté Google pour comprendre c'était quoi une politique. OK. Sur mes 24 ans, une politique, c'est extrêmement flou. Et tu vas rire, mais déployer, qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai été 2 semaines complètement paralysée. J'étais devant mon écran. Déploiement. OK, il faut mettre en œuvre des choses. OK, mais comment je fais ça? Il faut que je convoque des gens. OK, mais qui? Fait que j'ai comme tout défait, un peu comme quand tu comptes à rebours dans une planification de projet. OK, mais là, ça me prend... C'est qui que je vais convoquer? Puis je vais voir mon patron. Il me dit, voici. Ouais, mais comment je fais pour faire ça? Ben, je vais t'aider. Fait que ça a été mon premier mandat à la Ville. Donc, j'ai créé un réseau de répondants. Donc, dans chacune, il y avait 34 services à la Ville de Québec. Donc, un réseau, une personne par 34 services. Et je me suis ramassée à convoquer. Je me souviens encore, je n'avais jamais utilisé Outlook de ma vie. Et là, j'avais une première convocation. Je me disais, oh, ça me prend une salle. Trouve une salle. Trouve une salle, domaine Mézeray. OK. Je les convoque. Puis là, tout à coup, là, tu vois que c'est des gens qui travaillaient depuis longtemps à la Ville. Accepte. Hein? Il accepte ma convocation. OK. Puis là, arrive. C'est vrai, là. Et là, je ne sais pas encore ce que je vais faire, là. Je sais juste que ça me prend des gens, puis qu'il faut que ces gens-là vont être les porteurs de la politique. Mais ça, c'est le début de mon DO dans ma tête, là. Puis que j'apprends à coordonner une équipe, j'apprends à jouer un rôle d'influence. Pour moi, c'est le moment charnière de ma carrière. Puis, c'est l'application de la théorie vue de haut à la pratique. Mais c'est fou parce que la veille de ma rencontre avec ces 34 personnes-là, je commence à réaliser qu'ils sont tous payés très cher, sont tous plus vieux que moi. C'est pas leur premier meeting. Moi, c'est mon premier meeting. Puis là, j'ai pas d'ordre du jour encore. Là, je me souviens, là, je suis chez moi le soir dans mon appartement, puis je me dis, oh, comment j'anime ça? Puis là, je commence à me faire un ordre du jour. Et là, les gens, peut-être qu'ils se connaissent pas. Moi, je les connais pas. Il faudrait qu'on se présente. Ça, écoute, le matin même, là, je pense à mon prisme. Fait que j'ai appris à animer un meeting comme ça, avec personne d'autre. Puis, on en a fait un succès. Puis ça m'a amené à faire une conférence sur comment j'ai déployé la politique familiale de la Ville de Québec. Fait que t'aimes vivre un peu dangereusement. Ben maintenant, j'ai pris de l'expérience. Okay. Mais c'est fou la confiance que ce directeur-là m'a accordée quand même, là, parce que c'est un mandat casse-gueule. Là. Ouais. T'sais, si tu te plantes, tu as raté le déploiement de la politique familiale de la Ville de Québec qui a gagné un prix. Fait que tu dis, il ne faut pas que je l'échappe, là, parce que c'est bien beau d'avoir une politique sur 8 pages, là, mais après ça, comment dans le quotidien ça va exister? Parce que c'est facile d'écrire une politique. Mais d'après ça, que chaque département comprenne les principes, les orientations, l'applique dans ses opérations, dans son plan d'affaires. Mais c'est tout ça que j'ai réalisé. Donc, cette expérience-là m'a marqué. Maintenant, tu me demandes de déployer n'importe quoi. Pas de problème. J'avais le chef de police, le chef des pompiers, j'avais tout le monde. Tout le monde. Puis comment la confiance que ce leader-là, ce gestionnaire-là a mis en toi, du haut de tes 24 ans, puis t'as supporté là-dedans? Tu sais, il aurait pu être ultra micro-manager, il aurait pu... il ne savait même pas ce que je faisais. Il ne savait même pas. Puis après ça, il m'a dit, bon, t'aimerais-tu ça faire d'autres plans d'affaires avec d'autres services de la ville? D'accord. Fait qu'il m'a venu chef de police. Il dit, tiens, voici ton premier client. Je dis, ben non. Le pauvre chef de police, c'est la jeune fille de 24 ans qui n'a jamais fait ça de sa vie. Fait qu'évidemment, il s'est embauché un consultant. Mais le chef de police de l'époque, M. Bellune, qui est décédé maintenant d'un cancer, il a été fabuleux avec moi parce qu'il aurait pu dire à mon patron, je veux pas d'elle.
Mais il a embauché un consultant, il m'a gardé dans le projet, puis il s'est dit, elle va être mentorée par moi, puis par un consultant qui devait avoir 55-60 ans, donc vraiment très expérimenté comme consultant. Puis j'ai pu assister à toutes les rencontres avec l'état-major, j'ai pu discuter avec le consultant, l'aider à préparer des choses, j'étais comme son assistante. Fait que j'ai été extrêmement chanceuse dès le début de ma carrière d'avoir des mandats d'une extrêmement stratégique, avec des acteurs extrêmement stratégiques à la ville qui m'ont fait confiance. Puis c'est comme ça que j'ai développé très, très tôt dans ma carrière mon sens politique puis mon habileté à influencer. Avant d'être directrice chez Logisco, je n'avais jamais été gestionnaire, mais j'avais coordonné des équipes toute ma carrière sans aucun lien hiérarchique. Toujours en matriciel? Tout le temps. OK. Tout le temps. Puis dès qu'il y avait un projet complexe, c'est moi qui l'ai obtenu. Je prends quelques instants pendant l'écoute de ce podcast Leader RH pour remercier Ansia, partenaire d'affaires en recrutement, pour la collaboration à la production de ces épisodes. Ansia, c'est votre partenaire pour vous assurer que tous vos besoins en attraction, en recrutement puis en intégration de main-d'œuvre dans vos organisations soient couverts par des professionnels. Donc, merci Ansia de faire rayonner la communauté de RH et de mettre à l'avant-plan des leaders RH d'ici. C'est quoi le secret? Tu sais, le sens politique, ça, c'est souvent un élément qui make or break, des fois, dans la progression de carrière, quand on aspire à des postes de direction RH. C'est quoi les meilleurs trucs? Ou c'est quoi? Bien, je pense qu'il faut être capable de bien comprendre l'organisation, comment elle fonctionne. Tu sais, moi, mon cours préféré à la maîtrise, c'était mon cours de structure des organisations. Puis j'ai aussi un cours de design où tu apprends à faire des organigrammes, des processus, puis tu comprends comment lire un organigramme. C'est quelqu'un qui voit un organigramme peut voir juste des boîtes. Moi, je vois tout le fonctionnement de l'entreprise. Tu sais, pour moi, c'est une lecture pas trop X, mais attends. 3D. Non. Parce que je passais au rayon X. Une lecture 3X. Une lecture 3X. À rayon X, pardon. Mais c'est très drôle, on garde ça comme ça. Fait que moi, j'ai appris dans la maîtrise à décoder un organigramme, puis à avoir les bugs de structure. Donc, à comprendre que ici, la communication ne fonctionnera pas. Ici, la coordination va avoir un enjeu. Ici, il va y avoir un bris de communication. Donc, moi, j'ai ce pouvoir-là d'être capable d'analyser, de comprendre, puis de diagnostiquer un organigramme sans avoir encore rencontré des gens. Bien sûr, je vais aller les rencontrer. Donc, quand tu comprends ça, tu sais que si tu es dans cette direction-ci, tu changes de direction, il peut y avoir un faux pas diplomatique à faire là-dedans. Donc, ça m'a aidé à bien comprendre ça, mais tu sais quoi, j'en ai fait des faux pas. Mais ces faux pas-là, au début, ils étaient faits dans un département où est-ce que la bienveillance était là, puis les gens sont venus me le dire. Tu as fait un faux pas ici, tu as fait ci, tu as fait ça, puis voici l'impact. Fait que j'ai été chanceuse d'avoir ce feedback-là parce que j'aurais pu ne jamais l'avoir puis être mis sur la touche. Mais il fallait que tu sois réceptive à ce feedback-là aussi. Oui. Bien, ça, je pense que c'est... Ça, j'ai toujours eu cette humilité d'accepter le feedback. Puis des fois, je pleure là, parce que je suis quelqu'un de très sensible, mais j'accueille ça avec des fois des émotions. Mais après ça, une fois que l'émotion est computée, que je l'ai assimilée, bon, mais maintenant, comment je me mets en action? Comment je prends ce feedback-là qui est un cadeau, parce qu'on aurait pu pas me le dire, puis me laisser me planter. Puis je rebondis avec ça. Donc, il y a toujours eu de la résilience. Puis après 2-3 faux pas au tout début de ma carrière, j'ai compris qu'il y avait un fil conducteur. Donc, bypasser un gestionnaire pour aller avoir un autre, aller donner un mandat à quelqu'un d'autre sans que son gestionnaire soit au courant, tu ne fais pas ça, parce que le gestionnaire perd le contrôle, la charge de travail de son employé. Donc, j'ai appris rapidement ça. Puis j'ai été sur des comités de direction dès mes 24 ans. Donc, ça aussi, tu apprends à consulter tes collègues avant de présenter un dossier pour avoir des appuis, des alliés, pour pas que tu arrives là toute seule puis que là, les rushs arrivent. Fait que ça, j'ai appris ça à 24 ans à me faire des alliés. J'ai aussi appris que quand un collègue présente puis qui a oublié de venir te voir, mais c'est pas le temps de le planter devant tout le monde. Tu peux lui poser quelques questions, mais en coulisses, tu peux aller l'aider plutôt que de le démolir devant tout le monde. Parce que se remonter pour rabaisser quelqu'un, c'est non. Fait que ça, j'ai appris ça de mes 24 à 26 ans. Puis ça m'a porté. C'est vraiment intéressant ce que tu dis là, justement, le sens politique puis la réception qu'on a par rapport au feedback définit beaucoup si on va rebondir avec ça ou si on va s'y laisser abattre. Parce que si la personne a senti qu'il y avait une ouverture à te faire un feedback ou le faire, peut-être qu'elle le fait maladroitement, peut-être que ça,
mais il y a quelque chose dans le propos qu'elle t'adresse. Oui. Fait que la façon que tu réagis, puis tu le reçois avec ou sans émotion, avec colère ou peu importe, une fois que tu l'as laissé... C'est des larmes. Tout le temps. Donc, ouais, intéressant. Fait que là, la ville, tu as été là combien de temps? Presque 15 ans. En fait, j'ai eu un emploi étudiant de 2004 à 2006. Après ça, en 2006, je suis devenue conseillère en développement organisationnel. En 2008, j'ai fait une plainte d'harcèlement sexuel, j'ai quitté. Après, j'ai été consultante chez Alia Conseil, puis je suis retournée à la ville 3 ans plus tard, en 2011. Puis j'ai quitté en 2019 pour rejoindre Logisco. Logisco. Ouais. Puis, entre ton premier mandat à la ville puis ton deuxième, est-ce que c'était dans la même direction, le même genre? Non? Non, parce que la plainte de harcèlement, je l'ai faite contre le directeur de ce département. Ah, OK. Donc, il n'était pas question que j'y retourne. Je le dis en tout mon sac. C'est lui le problème, c'était pas moi. Fait que, mais quand je suis retournée à la ville, en fait, j'ai tous mes clients que j'avais à la ville, mes clients internes, ont continué à faire affaire avec moi quand j'étais chez Alia Conseil. OK. Mais là, ils payaient. Donc, ça a été un gros témoignage de confiance. Ouais. Donc, les mandats se poursuivaient. C'était sûrement des RH parce que j'ai implanté une entreprise en santé 3 fois. OK. 2 fois, excuse. Puis, justement, la deuxième fois que je l'ai implanté à l'arrondissement de la Cité-Limoilou, M. Moussaoui, qui était mon client interne dans le temps, qui était à l'arrondissement des Rivières, il y a eu une promotion pour aller à la Cité-Limoilou. Il me croise et il dit « Vous êtes tombée blême, Mme Paradis, qu'est-ce qui se passe? » Et là, je lui raconte là, que je travaille sur la route, je suis fatiguée. J'avais un mandat à l'époque avec Hydro-Québec pour donner des formations sur l'innovation partout au Québec. C'était fatigant. Il dit « Est-ce que ça vous intéresserait de revenir à la ville? » J'avais en tête de créer un poste temporaire en développement organisationnel. Des yeux, ouais. Mais je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Vous savez, comme c'est long, créer un poste, même s'il est temporaire. Puis finalement, il a réussi à le créer, il m'a appelé. Puis quand c'est un poste temporaire, il n'y a pas d'entrevue. C'est à la discrétion du gestionnaire. Fait que, retourne à la ville, à l'arrondissement de la Cité-Limoilou, qui est le plus gros arrondissement de la ville de Québec, le plus politique, stratégique. Toutes les nouvelles sont là quand tu écoutes TVA Nouvelles ou Radio-Can le soir. Puis j'étais à la direction de l'arrondissement avec M. Moussaoui, puis sur le comité de direction. OK. Puis là, tu avais quoi comme mandat? Tu avais à implanter? Mon premier mandat, je me souviens parce que quand j'ai eu une poste, je partais au Brésil 3 semaines. Fait que j'avais une semaine, je suis rentrée au mois d'août, puis je rentrais 1 semaine, 2 semaines, puis je partais 3 semaines après un voyage. Puis il me dit, j'aimerais ça que vous implantiez, que vous fassiez un diagnostic calimètre et un plan d'action pour améliorer la performance de l'arrondissement. Un petit mandat. Mais moi, dans ma première vie, j'avais été évaluatrice pour les Grands Prix québécois de la qualité. Donc, je connaissais l'outil diagnostic du calimètre. J'avais été formée par le Mouvement québécois de la qualité pour le faire. Mais il dit, vous n'avez pas le temps de rencontrer des gens. Il dit, je veux que vous fassiez ça avec ce que vous connaissez de la ville parce que j'ai implanté une entreprise en santé dans l'arrondissement. Donc, j'avais déjà plusieurs informations. Il dit, faites du mieux que vous pouvez, puis on verra à votre retour comment on le consolide. Fait qu'avec ce que je connaissais de l'arrondissement, je réponds aux questions, je fais mon diagnostic, voici ce que je propose. Durant mon absence, il l'a présenté au comité de direction, ça a été approuvé. Puis quand je suis revenue, j'ai implanté le plan d'amélioration de la performance. Puis le deuxième mandat, ça a été, je m'en souviens encore, parce que ça ressemble tellement à mon premier mandat en 2006. Je suis à son bureau, je dis, bon, Mme Paradis, j'aimerais que vous implantiez une démarche qualité. Il dit, est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Google. Il dit, parfait. Il dit, comment allez-vous vous y prendre? J'ai dit, je ne le sais pas. Je vais aller sur Google et je vous reviens avec une proposition. Il dit, parfait. On se voyait aux 2 semaines. Donc, 2 semaines plus tard, j'arrive. Voici ce que j'ai trouvé. Il y a une formation, encore une fois, au Mouvement québécois de la qualité pour être Lean Master. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez que j'apprenne à faire? Est-ce que c'est ça que vous aviez en tête? Il dit, c'est exactement ça. Mais la formation coûte 10 000 Il dit, parfait, je vous la paye. J'ai. Fait que c'était 10 jours de formation à Montréal. On a rempli les papiers. Il a trouvé de l'argent dans son budget d'arrondissement. Puis ça a pris 6 mois pour avoir la formation. Puis après ça, j'ai pu implanter la démarche qualité. Puis c'est drôle parce qu'il y a 3... Lean Master, donc c'est ceinture noire en amélioration continue, puis j'ai implanté l'amélioration continue. Ton projet de Lean, c'était ça. C'est en plein ça, puis c'est drôle parce qu'il y a 3 mois environ, parce que quand j'ai eu la promotion directrice principale expérience employée sur la performance, je l'ai contacté pour le remercier de sa confiance en moi, parce que maintenant, j'ai Sandrine qui est conseillère en amélioration continue avec moi, qui sort de l'école. Chez Logisco. Chez Logisco. Mais j'ai écrit à M. Moussaoui parce que maintenant, c'est mon ami Facebook. Quand on était employeur, non. Mais quand il a pris sa retraite puis que j'ai pris ma sabbatique en Australie, on est devenus amis. J'ai voulu le remercier et je me rends compte maintenant que je suis gestionnaire à quel point
un acte de foi. Là. Il avait confiance en moi. Il m'a payé une formation de 10 000 alors que je venais juste d'arriver à la ville. J'avais un poste temporaire. Tu n'investis pas 10 000 sur une ressource temporaire. Et il connaissait quand même. On se connaissait depuis 2006. Ouais, ça, c'était en 2012 qu'il m'a payé la formation. Il savait quel mono il avait entre les mains. Mais il m'a répondu peu de temps, quelques heures après mon message, puis il m'a dit, vous savez, Madame Paradis, j'avais déjà confiance en vous. Puis, mais quand même, cette personne-là a été marquante dans ma carrière, dans ma vie, parce que je me suis dit, quand je suis tombée enceinte, là, on parlait de bébé, puis j'aime ça, c'est un beau projet, j'ai hâte de gérer ce projet-là. Puis là, il me regarde, un bébé n'est pas un projet, Madame Paradis. Il venait d'Algérie, fait qu'il me parlait, puis il me voyait. Puis quand mon bébé est né, effectivement, je me suis tout rendu compte que c'était pas un projet. Le plat de projet, il a pris le bord. Mais ouais, fait qu'autant mon premier directeur a été marquant, mais ça l'a fini en queue de poisson, autant M. Moussaoui a été celui qui quand j'ai quitté la ville, qui m'a suivi en premier, puis qui m'a toujours donné des mandats, qui a toujours cherché à garder un lien avec moi, puis c'est celui qui m'a le plus éduqué sur le sens politique, le rôle d'influence. Je validais toujours ma démarche de gestion de changement avec lui, puis il disait, ici, vous avez oublié un chemin. Puis, mais j'ai jamais refait 2 fois la même erreur. Donc, quand il me faisait un feedback, même si c'était plus un commentaire sur ma démarche, je prenais une note pour être sûr de toujours généraliser ce commentaire-là à une démarche subséquente. OK. Puis, comme c'est la démarche Calimètre, c'est grosso modo... c'est un outil de diagnostic qui évalue la performance de ton entreprise. Donc, j'ai souvent vu ça à la production ou... dans n'importe quel type d'entreprise. Donc, tu peux utiliser la même méthode. Oui, il y a 2 questionnaires. C'est un pour les petites entreprises, l'autre pour la grande entreprise. Fait que, dépendamment de la taille, le questionnaire va changer parce que tu ne feras pas les mêmes choses dans une PME de 50 employés qu'une banque à 5 000. Ouais. Mais c'est quand même les mêmes thèmes. Donc, il y a 6 thèmes plus la section 7 qui est la section résultats. Puis, si tu es une entreprise vraiment haute, même tu vas être capable de répondre à toutes les questions qu'il y a là-dedans. C'est quoi ton approche? Comment tu l'as déployé? Comment tu as vérifié? Puis comment tu as appris? Puis tu as, après ça, intégré tes améliorations dans ton approche, ta démarche. Donc, tu as fait le signe de l'amélioration continue. C'est un diagnostic de performance. De la qualité de ton processus. Bien, la première section, c'est le leadership. La deuxième section, c'est la planif stratégique. Après ça, il y a une section sur tout le volet relations clients. Il y a une section sur le volet TI sécurité. Il y a une section sur le volet ressources humaines, mobilisation. OK, c'est un diagnostic de l'ensemble de l'organisation, pas d'un département. Non, c'est un diagnostic de performance organisationnelle. C'est le plus grand prix remis à une entreprise au Québec. C'est un prix remis par le premier ministre. OK. Donc, quand tu appliques là-dessus, tu penses que tu es solide parce que c'est long remplir le questionnaire. C'est long. OK. Mais est-ce que c'est une démarche qu'on peut faire sans faire dans le processus, s'inscrire au prix, juste comme pour nous-mêmes se challenger, vous dire, telle section, je le recommande à toutes les entreprises, toutes. Quelqu'un qui débute en ressources humaines dans un premier poste de gestion va prendre la section 5 du Calimètre. Regarde, si tu fais tout ça, ton département RH va être parfait. Mais ça va être long à faire, mais tu vas déjà savoir c'est quoi un département qui est performant. OK. Donc, oui, puis quand ça a été ça, mon premier mandat à l'arrondissement de la Cité-Limoilou, c'est de prendre le questionnaire puis de faire une auto-évaluation. C'était pas parfait parce que j'ai pas pu consulter tous mes collègues à la direction, mais c'était un premier aperçu parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de plan d'affaires, il n'y avait pas de programme de développement des leaders encore. On a le volet TI, soit je l'ai skippé ou skip, comme diraient mes enfants, parce que c'est pas nous qui gérions les TI à l'arrondissement, mais le volet RH, c'était facile de savoir ce qu'on faisait ou pas, mais ce qu'on faisait à l'époque, presque rien. Fait que, au début, c'était pas d'approche. Ah, ici, il y a un début de quelque chose. Fait que c'est pour ça que même sans consulter personne, c'était facile parce que la ville était tellement neuve qu'il n'y avait pas encore beaucoup de choses qui avaient été instaurées. Il y avait une gestion des opérations, mais il n'y avait pas encore un programme de mentorat. Il y avait un sondage de mobilisation qui était né, mais qui était piloté par le service des ressources humaines. Tout ça pour dire que n'importe quelle entreprise qui veut s'améliorer peut aller prendre le questionnaire. Il est gratuit sur Internet. OK. Je le recommande chaudement. Intéressant. Tu as fait une incursion dans le monde du service conseil chez Alia. Tu as été à la ville, très grosse entreprise. Toujours en rôle conseil. 5 000 employés. 5 000 ETC. Tu rentres en service conseil, puis tu retournes à la ville. Tu retournes à la ville, mais chez Logisco, que vous êtes à peu près 500 employés. C'est quoi la différence entre... Oh boy. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as... J'avais jamais mis les pieds dans une PME. À part, comme consultante, oui.
mais j'étais plus souvent dans des mandats de grande entreprise vu que j'arrivais de la Ville de Québec. Quand j'ai atterri chez Logisco, ce qui m'a le plus sauté aux yeux, c'est « Oh, il n'y a pas de processus. » La structure, il y en a une, mais elle est peu formalisée, contrairement à une grande entreprise où c'est très, très formalisé, à la limite rigide, tu n'en déroges pas. Mais ce qui m'a sauté aux yeux, parce que c'est du positif qui m'a sauté aux yeux quand même, c'est la culture. Tu arrives tu sors de la Ville de Québec, puis tu rentres chez Logisco, c'est fou, là. C'est moi, c'est ça qu'on a fait changer les valeurs. J'en ai déjà parlé à quelques reprises dans d'autres occasions, mais il y avait 3 valeurs chez Logisco avant mon arrivée. Il y avait respect, innovation, travail d'équipe. Puis je suis arrivée le 15 octobre, puis le 10 novembre, je faisais pleurer. Elle avait le mot est fort, mais disons que ça a suscité une émotion à Caroline, de qui je relève. Puis c'est son père qui a fondé l'entreprise, à Caroline. Puis elle dit, les valeurs familiales sont vraiment ancrées ici. Oui, je suis full d'accord. Puis c'est vrai, là, c'est des très belles valeurs. Mais je veux juste te dire que, comme le contraste est saisissant là, entre la Ville de Québec et Logisco, je veux juste te dire que je ressens vraiment plus que ça. Puis pour moi, c'est vraiment distinctif. C'est un avantage concurrentiel. Puis on aura intérêt à décoder ce que je ressens, mettre des mots là-dessus. Puis, tu sais, moi, j'avais été embauchée pour l'expérience employée, marque employeur, mais crime, on a carrément un joyau entre les mains. Il faut mettre des mots sur ce joyau-là. C'est comment il s'appelle? C'est un rubis, une améthyste, un saphir? Je ne le sais pas encore. Il y a quelque chose. Mais on a quelque chose entre les mains. Elle dit, oui, mais je le sais. Ouais, toi, tu le sais. Mais il faut que le reste du monde le sache que faut pas qu'on soit un secret bien gardé. Si on veut pas avoir de pénurie de main-d'œuvre puis pas avoir d'enjeu au recrutement, il faut pas que ce soit un secret bien gardé. Faut Mais c'est une entreprise qui est extrêmement humble. Donc, il faut toujours trouver la bonne façon de sortir. Mais on a vraiment un joyeux. C'est pas parfait. Mais il n'y a aucune entreprise qui est parfaite. Mais pour moi, le Logisco, c'est parfait. C'est parfait dans ses imperfections, puis c'est parfait pour moi, puis c'est un joyau. Puis ce que je trouve intéressant, souvent, les valeurs sont déterminées par la direction, tout ça. On met des mots, puis après ça, c'est difficile de les voir au quotidien. Tu sais, souvent, je dis, vos valeurs sont juste écrites sur le mur de la cafétéria ou bien on les ressent. Puis un des tests, c'est de mettre dans des situations concrètes, de dire comment cette valeur, toi, tu l'as ressenti. Il n'y avait pas des mots clés, tu as ressenti. Fait que j'imagine que l'exercice est différent où tu essaies de trouver le mot rassembleur sur des choses que tu vis pour de vrai, que tu ressens puis que tu vois au quotidien. Oui, pour moi, il y avait des mots qui me venaient en tête, mais je ne voulais pas les imposer à l'organisation. Puis là, entre-temps, la pandémie est arrivée. Donc, premier poste de gestion, j'arrive le 15 octobre. Puis 6 mois après, l'entreprise ferme. Puis j'apprends parce que je n'avais jamais fait de DRH, j'apprends à licencier temporairement la moitié de l'entreprise. Fait que, on est comme tout le monde, on travaille dans nos sous-sols, blablabla, on se demande ce qui se passe. Puis en septembre, on se rend bien à l'évidence qu'il faut que la vie continue. Fait qu'en septembre, on a lancé le sondage de la voix de l'employé. Moi, j'avais envie de comprendre, là, y a-t-il juste moi qui trouve ça, là, que c'est distinctif ici? Fait que c'était un sondage où il y avait, qu'est-ce que tu aimes chez Logisco? Puis une évaluation des processus ou des pratiques RH qu'il y avait, parce que je venais d'arriver, je voulais savoir ce qui était apprécié puis moins apprécié pour procéder à des changements. Mais après ça, on leur demandait, quand tu compares avec ton employeur précédent, qu'est-ce qui distingue Logisco de tes autres employeurs, de tes autres emplois? Qu'est-ce que tu aimes de plus aussi? Puis, si tu avais à mettre des mots sur ce que tu ressens, ça serait quoi? Fait que, il y avait une couple de pages de sondage quand même, mais on a un super gros taux de réponse. Puis en même temps, au comité exécutif, on a fait l'exercice uniquement sur les valeurs. Parce que j'avais réussi à faire mon pitch avec Caroline, puis j'avais envie qu'en exécutif, que nous aussi, on se positionne. Qu'est-ce qu'on ressent? Puis je pense que l'exercice a duré une demi-heure, tellement ça a convergé. Là, comme une fusée, c'était clair. Puis à la fin, on a enlevé le mot amour. Ça te donne une idée, là, mais le mot amour est sorti. Puis on l'a transformé dans le mot bienveillance. Mais le cœur est vraiment très, très, très présent chez Logisco. La semaine d'après, j'analysais les résultats du sondage. Puis les mêmes mots coïncidaient. Puis moi, ça coïncidait avec ce que je vivais. Pour quelqu'un qui arrive de la Ville de Québec qui est très rigide, où tu ne sens pas vraiment les valeurs, tu ne sais même pas c'est quoi, même s'il y en a, tu ne sens pas la Ville, tu ne sens pas. Puis, ultimement, ça a été une révélation pour tout le monde. Wow! Fait que tout le monde ressent la même chose. OK, bien, parfait. Puis c'est de la phrase que tout le monde disait dans qu'est-ce qu'ils aiment de l'entreprise, puis qu'est-ce qui distingue des autres. On est des employés qui aiment relever des défis en équipe. C'est ça, tout le monde disait ça, les défis en équipe, plus de la réputation de la famille puis de la crédibilité de l'entreprise. Mais on avait clairement une gang de tripeux en équipe
puis qui aime relever des défis. Puis ça semble banal, mais quand on embauche quelqu'un, si c'est pas un bâtisseur, puis s'il n'aime pas travailler en équipe, ça marchera pas. Là, si tu aimes tout le temps faire la même chose, pas dans la bonne boîte. Tu as dit le terme « la voix de l'employé ». Ouais. C'est-tu calqué? Parce que la voix du client. Ouais. La voix du client, c'est une démarche que principe. Vous avez. Okay. Ouais. C'est, bon, allez googler ça. Googler ça, la voix du client. OK, intéressant. Une des choses que tu me dis aussi dans les premiers moments que tu es rentré chez Logisco, il n'y avait pas de SIRH technologie, puis tout ça. Puis tu te dis, wow, faut que je me bats. Puis moi, ça me fascine d'avoir des... Vous étiez quoi? 305 quand je suis arrivée. 300 employés. Combien d'organisations de 150, 200, 300 n'ont pas de système technologique du côté RH? Puis ils s'en... Moi, ça m'impressionne. Comment tu as fait pour convaincre? Puis pourquoi c'était si clair? Donnons-nous des outils pour... Bien, à l'entrevue, on m'avait dit qu'il y en avait un, puis qu'il fallait le changer. Fait que moi, quand j'entends ça, moi, j'arrive de la Ville de Québec, tu sais, Oracle, SAP, nomme les systèmes qui coûtent cher, bien, à 5 000 employés, ça te prend... Oui, ça te prend des gros systèmes. Ça t'as pas le choix. Tu sais, ton talon de paie, il est dans t'as un portail employé sur l'intranet, c'est là, tu ne vas jamais sur Employeur D. Tout est à la même place. Fait que moi, j'ai été habituée à ça. Quand j'arrive, je rencontre mon équipe, puis là, je leur demande, tu sais, OK, je peux-tu voir le SIRH? Là, on me regarde, c'est quoi ça? Tu veux-tu dire notre ATS? J'ai dit, c'est quoi une ATS? Moi, j'avais jamais fait de recrutement de ma vie. Bien, ça, là, tu sais, pour mettre les CV, puis je vais voir ma Caroline. Je dis, c'était quoi pour toi le SIRH là, qu'il fallait changer? Ben, elle dit, c'est ça, là, le truc à CV. OK, c'est parce que c'est pas ça, un SIRH. Fait que là, puis moi, dans mon travail, quand j'ai fait ma maîtrise, mon travail dirigé de maîtrise, c'était sur les tableaux de bord de gestion. Puis en entrevue, on me parlait que c'était expérience employée, marque employeur, gestion de la performance, tableau de bord. Là, après 2-3 semaines, je pose des questions. Tu sais, c'est quoi le taux de roulement ici? Mais on ne sait pas. OK. C'est quoi l'ancienneté moyenne? Je ne sais pas. OK. Là, si je veux de l'information, mais là, il y a David à la paie. À l'époque, la paie n'était pas traitée dans mon équipe. Fait que là, c'était dans une autre vice-présidence. Fait qu'eux, il y avait toutes les données d'employés. Puis dans mon propre département, on n'avait rien. La réceptionniste, elle avait toutes les données de fêtes. Elle s'occupait des fêtes. OK. Tu sais, c'était... Ouais. La donnée était partout, puis c'était pas de l'information, c'était juste la donnée. Des fichiers Excel, puis là, tu as besoin d'une statistique. Attends, on va te calculer ça. Fait que je cogne au bureau de Caroline, puis je dis, écoute, tu me demandes de faire des tableaux de bord, de gérer la performance, puis je vois rien, j'ai même pas une petite lampe de poche. Puis tu me demandes un système RH, mais ça vaut au moins 40 000, tu sais, minimum, là. Puis là, je me suis encore de sa réaction. Elle dit, bien là, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je sais pas, mais moi, je peux pas faire ce que tu m'as demandé si j'ai pas les outils. Puis ça, c'est ce qui est fantastique chez Logisco, c'est que quand tu as un problème et que tu le démontres, il y en a de l'argent. Mais si c'est juste du nice to have pour flasher, il n'y en aura pas. C'est tout à fait normal, les ressources sont limitées. Puis Caroline, elle voyait bien là, qu'il y avait un enjeu, puis elle m'a dit, c'est bon, regarde, tu m'as estimé que ça valait en gros 40 000. Oui, selon ce que je vois là, avec notre taille d'entreprise, ça vaudrait à peu près ça. Tu sais, pour une première fois, elle dit, c'est bon, je vais te le trouver ton 40 000. Fait quand je suis arrivée, le budget RH, à l'époque, il existait déjà, puis c'était un budget de 300 000. Tu sais, c'était des vêtements de travail, c'était l'ATS, c'était les annuaires d'emploi, des vêtements de travail, des primes d'année de service. En gros, puis là, 1 % de formation obligatoire. Fait que, tu sais, j'avais aucune latitude pour faire un projet, puis j'ai été embauchée, moi, pour faire des projets de l'innovation puis du DO. Fait que là, j'ai dit, est-ce que je peux aussi retoucher au budget en même temps, parce que je pourrais rien faire en 2020, là, c'est impossible. Fait qu'on a réouvert le budget aussi, mais si je reviens au SIRH, tu sais, je venais juste d'être embauchée, puis on m'avait parlé à l'entrevue de toutes ces belles choses-là, puis là, je me reviens, je fais, bien, je peux pas faire ce que tu m'as demandé. Fait que, tu sais, soit que je retourne à me poser la question, est-ce que tu vas rester? Bien, oui, je vais rester, mais il faut avoir les outils. Elle dit, oui, je te donne les outils, mais je parfait. Fait que la semaine d'après, je rencontrais à l'IRH Kangaroo Bamboo. Puis la semaine d'après, je signais le deal, puis on a déployé 1 mois et demi plus tard. Fait que, est-ce que j'ai pris tous les besoins de l'entreprise? Non. Est-ce que j'ai fait la démarche standard? Non. Est-ce que c'est allé trop vite? Peut-être. Mais est-ce que j'ai réussi à implanter un SIRH avant décembre 2019, quand j'ai été embauchée le 15 décembre? Oui. Mais ça a changé la vie de toute l'équipe de l'organisation, parce que quand tu implantes un SIRH, les processus sont dedans. Fait que là, tout à coup, l'employé voyait... Parce qu'avant, quand tu demandais un congé, tu écrivais à quelqu'un de mon équipe qui, lui, avait un fichier Excel.
qui disait, OK, c'est beau, selon mon fichier Excel, il te reste 2 ou 3 congés. Mais le directeur n'était pas toujours au courant que son employé avait demandé un congé. Fait que, c'était tout était éparpillé. Ça marchait, puis ça marche. C'est pas efficace, ça marchait, mais avec 4 personnes qui faisaient uniquement le volet administratif puis qui faisaient qu'il y avait des erreurs sur la paye parce que l'info, c'était pas rendu sur une feuille de temps. Le gestionnaire ne le savait pas. Fait que quand il y a eu le système RH, mon premier objectif, c'était de centraliser les dossiers d'employés puis de les rendre numériques. C'est comme à la vie. C'était ça mon premier objectif. Le recrutement était déjà là avec toutes les signatures de contrats électroniques. Ça, c'était un game changer. T'sais. Moi, j'ai signé mon contrat papier, puis là, ils l'ont numérisé. Ils n'ont pas numérisé le verso d'une page, mais dans ce verso-là, ça disait ce que j'avais négocié en vacances. Fait que le gars de la paye, ayant jamais reçu cette page numérisée, il y avait déjà une erreur dans ma première paye, sur mon cumul de vacances. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça, mais là, le gars de la paye avait participé à l'implantation du SIRH. Il pouvait prendre ce qu'il y avait dans Bamboo, l'importer dans Employeur B pour faire la paye. Ça a tout changé, puis graduellement, on ne l'a pas populé, on a ajouté des modules, puis je ne reviendrai jamais en arrière. Puis pourquoi les dirigeants ont tant de réticence? Je le vois, nous... Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, puis c'est comme pas un outil pour eux. C'est tout ça de dire, tu sais, s'ils achètent une bébelle pour l'usine ou quelque chose comme ça, où je vois des gens en recrutement qui n'ont pas d'ATS, qui recrutent 80 postes par année dans des fichiers Excel, puis des Outlook, puis des affaires. Ils réussissent à faire, puis c'est extraordinaire qu'ils réussissent à faire. C'est comme si les dirigeants ne se sentaient pas interpellés du bail. Ça marche. Le comptable, là, il va avoir son logiciel comptable. Fait que pourquoi le RH n'aurait pas son logiciel RH? C'est un outil de travail au même titre qu'un portable, au même titre que quand tu vas faire ta comptabilité. Le chargé de projet en construction, là, puis qui fait ses plans, il a toutes ses licences, il a son outil, puis il va... Mais pourquoi en ressources humaines, on n'est pas équipé pour faire notre travail? C'est pas vrai que le travail RH, ça se fait sur Excel. C'est pas vrai. Puis après ça, on se plaint que les RH ne sont pas stratégiques, mais on leur donne pas un outil de travail pour qu'ils arrêtent de faire de l'esprit de paperasse. Tu sais, moi, quand je suis arrivée, je me souviens, j'ai insulté ma gang, je me suis excusée 50 000 fois après. Et mon premier conseil, c'est « Hey, vous êtes les secrétaires des gestionnaires. » C'est quelqu'un ici qui veut ça. Moi, je pensais être mobilisante en disant ça. « OK, on va changer de rôle, on va faire du rôle conseil. Yes! » Hey, j'ai vexé toute mon équipe. Tu sais, je m'excuse pas. À chaque année, je m'excuse plusieurs fois par année. Maintenant, ils ont compris la différence, mais à l'époque, j'avais l'air de la fille de la Ville de Québec qui prend les gens de haut. Alors que c'était vraiment pas ça. C'était comme « Hey, on va sortir de ça, là. Vous avez tout un superbe cerveau, vous avez des connaissances, des compétences, mais vous êtes réduits à faire du Excel, puis à changer une case de bord, puis à régler des problèmes, alors qu'à la source, on peut l'éradiquer, le problème. » Fait que les gens qui sont en ressources humaines, ils veulent comme moi changer le monde, mais des fois, ils n'ont juste pas l'outil de travail pour démontrer la réelle valeur de cette profession-là. Tu sais, ça en prend des gens qui vont cocher des cases puis qui vont alimenter le système RH parce que quand tu as un système, il faut que tu l'alimentes, il faut que tu fasses des modifications. Ça les prend, ces personnes-là. Mais normalement, ce n'est pas un conseiller RH. Tu sais, moi, c'est ma technicienne qui est fantastique, Anne-Sophie, qui connaît ma structure de rémunération, qui connaît tout, qui lève des flancs quand nos salaires ne fitent pas. Ça te prend... Anne-Sophie, c'est notre tour de contrôle, on l'appelle comme ça. Mais elle n'est pas conseillère, elle est technicienne. Puis elle tripe à faire ça, elle tripe à assurer l'équité et la justice de tout le monde pendant que nous, on va aller faire des projets, on va inventer un programme de développement des équipes, on va donner un contrat pour faire du co-développement avec nos équipes de gestionnaires. Tu sais, on a le temps de penser à ces affaires-là. Et après ça, pour demander de l'argent, mais ça dépend de ton entreprise. Tu sais, moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise où je n'ai pas à me battre pour ça parce qu'ils croient autant que moi. Mais le budget, il a triplé depuis mon arrivée, mais il a triplé parce qu'on a montré que voici ce qu'on va faire avec ça. Ça te tente-tu? Oui, parfait. Là, l'année d'après, il y a de la demande pour 3 groupes de co-développement plutôt qu'un. Après ça, on a commencé le coaching avec 3 personnes. Oh, wow! Est-ce qu'on peut en mettre plus? Pas de problème. Moi, tant que le comptable, il approuve mon budget. Fait que, tu sais, on a commencé petit à petit. On a... Des succès, demande sa valeur. Ça a toujours été ça. Avant de faire un gros show de boucan, on va faire plein de petits projets pilotes. Puis là, ça se passe. Hey, on peut-tu? Puis moi, j'en discute avec Caroline. Puis OK, oui, c'est bon, on le fait. Ça coûte combien? C'est 30 000 de plus. Hey, oui, le retour sur investissement, on ne peut pas le quantifier, mais il est évident. Là, le taux de roulement, il a chuté. Les gestionnaires sont engagés. Ils comprennent comment ça fonctionne. Moi, mon rôle conseil, je ne réponds pas à des questions de base, je réponds à des questions stratégiques avec l'équipe de gestion. Fait que, on voit que les gens ils grandissent et qu'on a réussi à professionnaliser le rôle des gestionnaires. Fait que je ne peux pas te dire c'est quoi le ROI, mais je peux dire qu'on peut l'entendre, on peut le ressentir. Puis on peut le voir dans la posture et la fierté de nos gestionnaires. Puis on le voit dans nos employés, nos collaborateurs,
qui ne pose plus du tout les mêmes questions à ma boîte courriel d'expérience employée. C'est d'autres types de questions. Puis j'ai personne qui nous écrit « Hey, tu peux-tu venir m'écouter? Je voudrais me plaindre de mon patron. » J'ai plus ça. Ça a changé la perception ou la relation que les employés ont avec ton département? Bien, c'est parce que quand je suis arrivée, le département RH, c'était comme les psychologues des employés. Tu sais, si tu me demandais est-ce qu'il était plus pro-employé ou pro-employeur, c'était définitivement pro-employé. Alors que pour moi, un département RH ou expérience employée, c'est comme la Suisse, c'est neutre, ou c'est comme un funambuliste. T'es sur la ligne, il faut faire attention. Mais si tu as à prendre un côté, ça va toujours être le bord employeur. Parce que tu es là pour traduire une stratégie d'affaires, puis en même temps pour comprendre que si je vais trop là, ça ne marchera pas. Mais si tu mets le psychologue des employés, tu es foutu, c'est pas ça ton rôle. Mais que tu dois mettre en place des mécanismes d'écoute, des sondages, des groupes de discussion, des entrevues individuelles pour aller prendre le pouls, puis après ça, faire des programmes, des politiques ou des ajustements à ton design d'expérience employée. Mais quand tu es psychologue, tu n'as pas de crédibilité auprès de l'équipe de gestion parce que tu fais juste rapporter. Le rapporteur. Tu deviens un représentant syndical. Fait que la ligne est vraiment mince. Puis je me souviens, la première année, mon équipe n'arrêtait pas de me dire, puis ça les horripilait d'entendre ça. Ils disaient, hey, Annick, on se faisait qu'on s'éloigne. Mais sais-tu quoi, tu étais trop proche. Puis la première année avec mon équipe, ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis j'ai eu à faire des changements, mais ça a vraiment été difficile. Puis, à un moment donné, on a mis en place des mécanismes d'écoute. Les gens ont vu qu'on était encore là. C'est juste qu'on écoutait d'une manière différente. Et là, ils ont vu aussi, parce que moi, je mets beaucoup d'emphase sur l'expérience gestionnaire parce que c'est eux qui pilotent l'expérience employée. Fait que je les forme, je les développe, je les écoute, je les soutiens avec mon équipe. Puis les retombées sont sur l'expérience employée. Évidemment, on a des choses pour les collaborateurs aussi, mais c'est ça. Fait que je ne sais plus c'était quoi la question, mais je pense que c'était comment avoir de l'argent pour un SIRH. mais c'est dire que c'est un outil au même titre que CTRL pour un comptable. Même si CTRL, c'est rendu un petit peu obsolète. Je ne devrais peut-être pas dire ça ici. Mais tu as parlé de l'expérience gestionnaire, puis comment on accompagne nos gestionnaires. Juste une petite digression, un petit peu. Logisco, là, c'est rendu 500 employés. Moi, j'entends... 467. Ton tableau de bord, ton SIRH, oui, je me dis ça hier. Mais c'est... Moi, les logements, mais c'est rapidement... Là, Ben, dans le fond, le Logisco, on est intégré verticalement. Donc, nous, on construit. Puis après ça, on loue puis on opère nos immeubles. Donc, on a le volet multirésidentiel. On a aussi un secteur commercial. On est aussi un franchisé Hilton. Donc, on a 3 hôtels Hilton pour le moment. Il y en aura plus. Puis, on a 3 résidences pour aînés. Donc, moi, j'ai 4 lignes d'affaires distinctes. J'ai 150 emplois différents chez Logisco. Fait que j'ai des enjeux SST énormes sur mes chantiers puis dans mon équipe de maintenance. Donc, j'ai une équipe SST dans mon équipe expérience employée. Puis, hôtel, puis on a eu à revoir l'offre de service aussi dans le département parce que les hôtels puis les résidences, ça va très, très vite. Fait que je ne peux pas aller faire des entrevues. C'est impossible. Fait qu'on a décentralisé certaines parties de mon département dans les hôtels, dans les résidences. On les a formés. Puis, on va faire de l'observation chaque année. On donne du feedback. Là, j'ai encore fait une autre digression. Mais pour ceux qui nous écoutent, Logisco, dans le fond, on a 7000 appartements, 3 hôtels Hilton, 3 résidences pour aînés. Puis, on construit on conçoit, on construit, puis on loue et opère ce qu'on donne. Fait que les hôtels, on les construit aussi. On fait les plans avec Hilton, on les construit, puis on les opère. OK. Combien de gestionnaires pour tout ce monde? Si je m'arrête, mettons, au niveau conseiller principal, ça veut dire que je ne descends pas au niveau chef cuisinier, responsable des soins. Ça, c'est plus terrain. Donc, au niveau conseiller principal, on est 32. OK. Puis comment tu coaches, tu challenges, tu travailles avec tes gestionnaires? Parce que souvent, les RH dans bien des business, on parle de courage managérial, puis ça, ils font comme, va voir ça avec les RH. Ou, hey, là, peux-tu me rencontrer une telle, là, elle arrive tout le temps de tard. Ça, on entend ça souvent. Comment on peut se débarrasser de ce réflexe? Comment tu... Ben moi, j'ai pas ça chez moi. J'ai pas ça. De toute façon, au début, j'aurais pas su comment faire en 2019, n'ayant jamais fait de RH de ma vie. Donc, rapidement, j'ai fait « Hey, c'est ton problème, c'est pas le mien. » Fait que, en partant, ma méconnaissance m'a aidé à gère ta fougère. T'sais. Puis, comme on était en pandémie puis qu'on a mis 55% de l'effectif à pied, il restait Geneviève et moi. Fait que,
en partant. Fait que j'ai eu ces problèmes-là un peu à retardement. Mais tu étais dans la pandémie, fait que tu avais des résidences personnes âgées. Oui, ça roulait à plein régime. Qui roulaient avec des contraintes. Avec 3 hôtels fermés complètement. J'avais plein de choses. Mais dans le fond, à part le CRH, la deuxième chose que j'ai mis en place, c'est la communauté expérience employée. On l'a rebâti l'année passée pour la communauté de gestion. Mais j'avais à mettre en place l'expérience employée. Puis c'était évident pour Caroline et moi que ça passait par la formation puis le développement de nos gestionnaires. Donc, on a mis en place cette communauté-là. Donc, au début, c'était 1 fois par mois, 2 heures, jusqu'au président. Puis là, au début, c'était processus par processus. Puis, il y avait de l'expertise autour de la table. Il y en a qui étaient gestionnaires depuis plus longtemps que moi. Donc, en recrutement, OK, c'est quoi les bonnes pratiques? Qu'est-ce que vous aimez pas? Puis nous, en même temps, on développait notre offre de service avec eux autres. Donc, on co-créait nos processus. Tu ne donnais pas une formation? Non. Non. C'était des ateliers de travail? Oui, au début, c'était ça. Puis, on développait les processus. Puis, en même temps, on venait juste d'implanter Bamboo. Fait qu'on... Souvent, le nouveau processus, il était dans Bamboo. Fait que là, il y avait un volet formation, mais on voulait vraiment co-créer, comme en accueil et intégration. Tout ça, c'est fait à l'époque en Zoom parce qu'on était forcés d'être dans nos sous-sols. Mais on avait des breakout rooms. Là, les gens parlaient de leurs bonnes pratiques dans leurs anciennes entreprises en accueil et intégration. On partageait ce qu'ils faisaient ici. On ramassait ça. Puis après ça, on construisait le processus avec tout ce que les gens nous avaient dit. Fait que l'adhésion était super. Puis moi, le rôle conseil, je le faisais avec tous les directeurs, DG, vice-présidents. Fait que moi, j'avais beaucoup de rencontres à mon agenda. Mais c'était vraiment primordial. Pour harmoniser l'expérience employée, il fallait que j'harmonise les gestionnaires. Donc, j'avais des rencontres mensuelles avec tout ce monde-là. C'est beaucoup. Puis eux, en ayant l'information, la redistribuaient à leur équipe de conseillers principaux. Puis quand il y avait un enjeu, je pense que je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais j'allais à un comité de gestion, puis là, j'expliquais. Fait que mes 2 premières années, il y a beaucoup de communication pour harmoniser les pratiques de base. Mais ça restait souvent dans des mots. Il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait rien. Puis quand on est revenu plus tard, là, on a écrit ce qu'on disait. Parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, on s'est mis à faire ce que nous, on appelle nos infographies en expérience employée. Maintenant, on est rendu sur Intranet, sur SharePoint. Donc, tout est à la même place, centralisé, mais au début... C'est comme tu cartographies ton offre de service en dotation. Voici l'offre de service. Avec le niveau de service, le délai de réponse. Wow. Donc, on a tout construit ça au fur et à mesure. Puis, graduellement, j'ai arrêté de faire le coaching des directeurs. Puis, je me suis concentrée vraiment sur les directeurs généraux puis les VP en me disant que si eux comprennent bien, là, ils vont pouvoir passer le message. Puis, au pire, s'ils ont besoin d'aide, gérer au comité de gestion. Fait que j'ai réussi à m'enlever une couple de rencontres. Puis maintenant, quand on a des directrices principales pour les hôtels puis les résidences, bien maintenant, je m'arrête à VP puis directrice principale. Puis Geneviève, qui est ma conseillère principale, elle va faire la couche des DG. Mais on ne va plus au directeur. Donc, c'est au DG de faire ça avec le directeur. C'est en plein ça. Fait que vous laissez... C'est eux qui ont le rôle de percoler ça. Oui, c'est en plein ça. Puis si Magali a une question, Magali, il m'appelle... puis quand l'enjeu est très, très gros, on se réunit puis on réfléchit ensemble comment on va régler cet enjeu de relation de travail-là. Puis nous, on ne se déplace pas tant que ce n'est pas une mesure disciplinaire. Tant que ça reste au feedback en continu, on va coacher les gestionnaires, on va écrire les scripts pour les sécuriser. Parce qu'il y en a que ça prend ça. Puis moi-même, quand je veux faire un feedback, je vais me faire un script pour bien me préparer. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc, c'est ce qu'on fait. Fait que, ils vont faire leur feedback en continu sans nous, mais le jour où là, ça devient de la gradation des sanctions, là, on apparaît dans le décor. Puis souvent, dès qu'on apparaît, l'employé finit par démissionner. Fait que ça coupe le problème. Parce qu'on est rendu là, on est tanné. Parce que chez Logisco, on a une culture du feedback en continu. OK. Fait que là, ça veut dire que je passe déjà beaucoup de temps à me développer, de former. Si je suis rendue à faire une mesure disciplinaire, là, c'est pas sûr que je vais être rigoureuse, toc. Ouais. Je t'en manquerai pas. C'est parce que tu as eu déjà beaucoup de chance. Là. Puis, mettons, ça ressemble à quoi, mettons, un one-to-one avec toi, là? Mettons, avec... Beaucoup de plaisir. Ça commence... un agenda de type? C'est quoi les sujets que tu traites? Ça dépend du niveau de maturité du gestionnaire. Donc, quand c'est quelqu'un qui débute, je vais être beaucoup à l'écoute, mais après ça, je vais orienter mes questions. OK, comment tu as planifié le projet? Comment tu comptes t'y prendre? Qu'est-ce que tu as besoin de moi pour que je puisse bien t'accompagner? Donc, je suis plus en coaching puis en développement. Puis avec mes gestionnaires qui sont plus expérimentés, le gestionnaire est déjà rodé parce que ça fait 2-3 ans qu'il est avec moi. Puis il arrive avec déjà toute sa liste de questions. Toc, j'ai besoin de toi, là, parfait. Puis moi, après ça, j'amène mes informations. Donc, dépendamment du gestionnaire, ma rencontre, elle va changer. Mais j'ai aussi une rencontre aux 2 semaines avec mon équipe de gestion. Là, j'ai vraiment un agenda standard. Fait que suivi du comité exécutif, charge de travail, comment ça va? OK, on va ralentir. Est-ce qu'on déplace des échéanciers?
Ça, dans ton équipe d'expérience employée. C'est ça. Fait que moi, je vais faire ça. Après ça, comment ça va en recrutement? Est-ce qu'on respecte l'offre de service? Qu'est-ce que ça appelle? Après ça, SST. Puis là, on est rendu avec un tableau de bord. Fait que bientôt, on pourra montrer notre tableau de bord. On a tout migré ça sur Power BI. Mais on a toute notre liste de points. Puis, tu sais, c'est tout nos... Ça. Fait que c'est recrutement, SST, tout ce qui est absence, courte et longue durée, relations de travail. Puis après, c'est moi qui finis avec les projets en cours que je suis en train de... C'est moi qui pilote les projets du CE qui nous incombent. Fait que je fais un suivi aussi de ces projets-là. Okay. Mais tout est standardisé. On a un tableau de gestion visuelle sur Trello. Oui, tu as parlé de ça. C'était dans tes objectifs. On est presque rendu à la fin. Je prends 10 secondes de votre temps pour remercier encore une fois notre partenaire ANSIA pour la réalisation de ce podcast Leader RH puis de mettre en lumière des leaders d'ici. Là, c'est des RH qui te donnent des données. C'est quoi les métriques les plus importantes? Ou que, tu sais, quelqu'un qui n'en a pas du tout, là, puis qui commence à mettre ça en place, ces tableaux de bord-là. Y a-t-il des éléments clés? On entend souvent taux de roulement, l'ancienneté, etc., mais c'est une information qui nous permet de passer à l'action? Ben, moi, le taux de roulement, j'aime le suivre parce que ça fait 5 ans et demi que je suis là, puis maintenant, je vois que c'est cyclique chez Logisco. Fait que c'est quand ça commence à monter un petit peu, je ne m'inquiète pas, mais je sais à partir de quel seuil, je me dis, oh, il y a une anomalie. Fait que, puis j'ai tout mon historique. Fait que quand je tombe en haut de 4 de roulement par mois, je dis, oh, là, je suis rendu il va se passer quelque chose. Le marché bouge. Donc, moi, je suis rendu capable de prédire que je vais être dans le caca bientôt. Okay. Un peu comme dans la pandémie, quand on a eu à monter nos salaires puis nos grilles. Fait que le taux de roulement, moi, j'aime vraiment ça de suivre. Je ne le suis pas religieusement, mais tu sais, je me suis mis des alertes. Fait que tant que l'alerte n'est pas dépassée, je dors tranquille. Puis comme à chaque fois qu'il y a une embauche ou un départ, je reçois une alerte de mon système. Puis nous, on a encore un fichier Excel pour le suivi de la rémunération, qui est un fichier qui a 52 000 onglets, des formules que ma consultante a élaborées. Fait que ça me permet aussi de voir toute l'équité salariale, les problématiques, parce que c'est moi je me le garde ça, même si c'est administratif, mais pour moi, c'est stratégique, parce que ça me permet de voir vraiment, est-ce que mes DG à qui j'ai sous-traité les offres salariales, est-ce qu'ils utilisent bien ma grille salariale ou est-ce qu'il y a un enjeu? Fait que moi, je surveille beaucoup la justice et le respect de la rémunération. Mais ça, je n'ai pas un indicateur. C'est moi, en faisant la tâche, qui m'auto-flag, maintenant. Ouais. Puis le volet SST, bien, nous, c'est un enjeu quand même, avec le volet construction. Donc ça, je le suis aussi beaucoup. C'est super important. Puis là, on a déployé un code QR pour la déclaration. Puis ce qu'on veut, c'est avoir le plus de déclarations possible. Pas des accidents de travail nécessairement, mais parce que pour nous, ça aide à prévenir. On veut savoir le nombre de premiers secours, de passer proche. Donc, on est en train de tout d'implanter ça. Fait que j'aime beaucoup suivre ça. Puis ultimement, je voudrais qu'on améliore notre performance. On veut être un leader en expérience employée, mais ça passe entre autres par un environnement de travail sain et sécuritaire. Et que si j'ai plein d'accidents de travail, je suis pas en train d'honorer ma promesse d'être un excellent employeur. Fait que moi, c'est les deux que je suis religieusement. Puis il y en a un autre que j'ai mis en place, que je suis, mais moins attentivement, mais c'est le taux d'assiduité. Fait que ça me permet de voir mes absences en courte durée, longue durée. Fait que, cette année, tu vois, j'ai plus de longue durée que l'année passée. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de projets. Puis là, on est comme 1 an après le licenciement collectif qu'on a fait. Parce que là, on a un essoufflement. Fait que ça, je le surveille aussi parce que ça me permet de mettre des chiffres sur ce que j'entends. Puis, on a aussi le suivi du temps supplémentaire. Okay. On est en train de linker par API avec Employeur D pour que Annie, à la paye, elle arrête de le mettre manuellement à jour parce que c'est énergivore. Mais on n'est pas censé vraiment faire du temps supplémentaire. Puis c'est moi qui suis la masse salariale. Fait que ça m'intéresse de voir. Puis des fois, quand je vois qu'il y a un dépassement dans une même équipe, je peux voir qui en fait. Puis je peux me rendre jusqu'à la feuille de temps qui est dans Bambou pour aller voir. C'est drôle, là, ils font une feuille de temps en temps supplémentaire. Fait que là, je peux me rendre au comportement fautif. S'il y a un comportement fautif, des fois, il n'y en a pas du tout. Fait que moi, c'est ce que je suis pour le moment. C'est assez. Je ne veux pas suivre 50 000 indicateurs. Je veux en suivre qui me permettent de savoir si tout va bien. Puis les échos du quartier, on a quand même... Il y a 3-4 chantiers sur le territoire. J'ai 3 hôtels sur le territoire, Québec-Lévis, 3 résidents sur le territoire. Donc, je ne peux pas être partout à la fois. Puis faire des sondages tout le temps avec ma clientèle qui est très, très peu de techno, qui n'ont pas d'ordinateur pour la plupart. On a oublié l'idée du sondage en continu. Fait qu'on fait pas souvent des sondages, mais quand on en fait, ils sont à grand déploiement. Fait que c'est peut-être pas ce que l'industrie dit, mais avec tous mes employés qui sont pas équipés pour répondre, on procède comme ça. Et le taux de roulement est un bon indicateur qu'il y a un problème. Puis quel indicateur tu remontes au comité de gestion?
Bien là, on est en train de faire le tableau de bord du comité exécutif. C'est un de mes mandats. Donc, le taux de roulement, il va être il est là-dedans. L'assiduité, courte durée, longue durée est là. Puis la SST aussi. C'est les trois qui ont été choisis au CE. OK. Des fois, on essaie de trop en suivre, trop d'avoir. Puis, c'est un piège, là. Est-ce que. Pour l'instant, on n'est pas encore dans la mise à jour automatique. Il faut que tu penses aux gens qui mettent à jour la donnée, qui doivent l'alimenter. Puis, si tu t'en sers pas, tu perds de l'argent. Si c'est trop laborieux de mettre à jour, ben t'arrêtes d'y suivre. Si tu arrêtes d'y suivre, ben t'as fait ça de pour rien. C'est quoi l'expression? Le mieux est l'ennemi du bien? Quelque chose du genre? Le mieux est l'ennemi du bien? Oui. Ah. Ou laissez-moi. Moi, j'allais dire qui trop embrasse mal étreint. Oui. C'est ma grand-mère qui disait ça. Donc, essayer de trop en faire. Oui, tu fais rien finalement. Non? Okay. Il y a beaucoup de gens qui s'éparpillent, mais je pense qu'il faut être focus. Hein. Qu'est-ce qui est important pour mon entreprise? Puis le défi que j'ai vu, puis dans le piège dans lequel je suis tombée au début de ma carrière, c'est M. Moussaoui qui m'a sorti de mon piège. Puis je pense que c'est un enjeu qu'on voit beaucoup en RH. Je pense pas qu'on le voit dans beaucoup d'autres disciplines. Mais en RH, il y a tellement de bonnes pratiques. C'est le fun, on voit des choses. Puis tu peux voir des trucs très concrets que c'est facile de vouloir implanter tout ce qui a l'air trendy, à la mode, shiny. Puis je me souviens encore, moi, je suis une bébite, là, j'aime ça lire sur tout, puis des idées, je pense qu'on se ressemble beaucoup. Puis je me souviens, j'avais lu un livre, là, j'arrive à ma rencontre individuelle avec M. Moussaoui, puis je dis, je pense ça serait fun d'implanter ça. Je me souviens plus c'est quoi, c'était en 2011. Je dis, oui, ça semble vraiment intéressant. Il me dit, ça répond à quel enjeu, Mme Paradis? Bien, aucun, mais ça a vraiment l'air vraiment intéressant. J'aimerais ça l'essayer. Je répète ma question. À quel enjeu présentement cela répond? Rien. Trouvez-vous que vous avez assez d'enjeux pour travailler 35 heures semaine? Ah oui, j'ai assez de travail. Parfait. Donc, cette idée semble excellente. On va la mettre dans le stationnement. On n'a jamais repris cette idée-là. Puis, la fois d'après, je suis encore revenue avec une idée de génie en apparence. Puis, toujours comme tel un grand sage, M. Moussaoui qui me demande à quel enjeu cela répond-il, Mme Paradis? C'est bon, j'ai compris. Pas plus loin. Mais c'est vrai que... J'ai dit, j'ai compris ma leçon, merci. Puis maintenant, j'ai eu plusieurs nouvelles recrues dans mon équipe expérience employée. Puis à chaque fois, on passe par j'appelle ça l'initiation de la nouvelle professionnelle ou du nouveau professionnel. Parce qu'au début, là, ils veulent tout faire un programme de reconnaissance, une culture de reconnaissance. Ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Je dis, OK, enjeu, ça répond-il actuellement? Madame Tremblay. Fait que c'est rendu, moi, il m'a beaucoup marqué, M. Moussaoui, mais cette phrase-là, c'est vraiment maintenant mon rite initiatique de tout nouveau professionnel en ressources humaines. Il y a de ces phrases comme ça qui nous... Juste leur répond-il maintenant, Mme Paradis. Aucun. Mon directeur dans 3e année, M. Paradis, c'est drôle parce que j'ai travaillé avec son fils plus tard, mais M. Paradis, on était assis en indien dans le gymnase, puis il avait dit « Les enfants, le seul endroit dans la vie où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire, parce que le S vient avant le T. » Puis je me souviens, j'étais au groupe 3 pas, puis ça m'avait marqué, puis fait qu'il y a des gens comme ça, puis des phrases qui nous frappent. Ben moi, tu vois, je me souviens qu'en secondaire 5, on était aux examens du ministère, puis moi, je suis allée au JVNA à Saint-Romuald. Puis on souhaite tous la bonne chance avant d'aller faire nos derniers examens. Puis frère Paul-Émile, qui était le directeur de l'école, il m'entend dire ça. Il dit, Annick, les examens, t'as-tu étudié? Ben oui, j'ai full étudié. Première de classe, j'ai étudié certains. Il dit, est-ce que c'est vraiment une question de chance? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je fais juste dire bonne chance comme ça. Il dit, il faut arrêter ça. C'est une question de succès. C'est bon succès. Vous avez étudié, vous avez mis les efforts, bon succès. Allez récolter le fruit de vos efforts. Je ne vais plus jamais entendre dire bonne chance. Oui, frère Paul-Émile. Mais ça aussi, ça m'a marqué quand mes enfants se souhaitent la bonne chance avant un examen. Tu as étudié, bon succès. Va récolter le fruit de ton labeur. Si tu n'as pas mis d'efforts, là, c'est de la chance. Tout à fait. Annick, tu as fait une petite excursion. Un an, on appelle ça une excursion ou une expérience. Oui. Tu es allé en Australie. Quel bon vent t'y a amené? Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? Bien, en fait, quand j'ai rencontré mon conjoint en 2008, c'était une question de première date. Là. OK. Donc, on est en 2008, chocolat favori, Charlebourg au Trèche-Carré. Puis Simon me demande, toi, est-ce que tu aimerais ça aller vivre ailleurs? Oh, lui, il l'avait dans... Oui. Il l'avait dans... Oui.
Ben ouais, pourquoi pas? C'est-tu sérieux? Parce que moi, c'est vraiment un projet de vie. Je veux m'expatrier. Puis dans le cadre de mon travail, c'est une réelle possibilité. Mais si ça t'intéresse pas, je veux le savoir maintenant. Non, ça m'intéresse. Fait que ça, c'était en 2008. Puis on est parti le 13 janvier 2016. On atterrissait à Melbourne, en Australie. 8 ans plus tard. Oui. Mais tu sais, ça a été 2 ans de préparation à convaincre les patrons à Simon au centre de recherche ici à Valcartier. Puis on a finalement quitté, c'est ça, 13 janvier. Fait que tu avais des enfants? Oui, j'avais mon fils Edmond qui avait 3 ans et demi, Raphaël qui avait 6 mois. Moi, j'étais en congé de maternité. Fait parce qu'on s'était toujours dit que le plan, c'était de faire coïncider l'expatriation avec le congé de maternité pour pas que je perde mon emploi. J'avais un poste temporaire à la ville. Puis quand tu prends un congé de maternité, tu peux prendre une extension d'une autre année après. Fait que j'ai réussi à prendre une sabbatique, ça a été une sabbatique, en utilisant au maximum la convention collective. M. Moussaoui m'a aidé à utiliser la convention collective, m'a bien informé là-dessus. Puis, donc, au début, on partait, c'était un projet de vie. Mon conjoint allait faire un projet de recherche au Centre de recherche de la Défense à Melbourne. Moi, j'avais les 2 enfants. Fait que c'était vrai. J'allais chercher une expérience, une immersion. Puis, je suis revenue avec... L'anglais, tu étais déjà bien? J'avais 100% en anglais dans mes examens pour me rendre compte que ça valait 0. On n'a pas dit fucking 0. Et je me souviens, ça cogne à la porte parce qu'on avait loué une maison. Puis là, il y avait un monsieur qui cogne. Puis genre, je suis en haut, j'entends juste « Good day! Good day! » Puis je dis à Simon « Qui est mort? » J'entendais « Bonne mort! Good day! Qui est mort? » Là, ça part à rire. Simon explique la joke au monsieur en face. Mais ça a commencé comme ça. Je comprenais même pas l'accent au départ. Ouais, là, je me disais « ça va être compliqué. » Puis c'est les 2 premières semaines, Simon ne travaillait pas. C'était vraiment la transition, le house hunting, on s'installe, puis tout ça. Puis là, Simon, il voulait toujours que je parle en anglais. Tu profites-en, que je vais pouvoir te corriger. Je dis, es-tu malade? Je ne veux pas rien savoir de parler en anglais. Pendant que tu es là, Simon est parfaitement bilingue, pas d'accent. Ça m'intimidait trop, tu sais. Fait que j'ai été 2 semaines à me faire vivre en anglais par mon conjoint. Puis quand il est parti travailler le premier lundi matin, je me disais, oh, it's real. Sors la Good day, c'est moi qui vais mourir. Je sors avec ma poussette double, j'ai eu shake. OK, il faut que j'aille chez Cause à l'épicerie parce que j'ai plus de lait pour mon garçon. Oh yes, il y a une caisse automatique, je peux faire. Fait que j'ai tout fait pour fuir. Puis à un moment donné, mais t'as pas le choix. Puis mon fils s'est pété le front, m'envoie à l'urgence à l'hôpital. Là, ton anglais, il sort. L'instinct maternel. Il sort croche, puis tout ça. Mais j'ai réalisé qu'avec une coupe de vin, mon anglais sort vraiment mieux. Oh. À 2, c'est fantastique. Mais à 3, la bouche est trop molle. Ça marche pas. Fait que c'est maximum 2. À 3, je parle espagnol. Oui, mais ça a été tout qu'un projet quand même, là, puis avec des gains insoupçonnables. Tu sais, quand je suis revenue, les gens m'ont dit « Hey, t'as changé. » Ouais, on parle peut-être mon bronzage, mais ma coupe de cheveux, peut-être, tu sais. Puis on ne sait pas c'est quoi, mais il y a quelque chose. OK. Ça t'avait transformé. Oui, vraiment. Puis je reviens au bureau le 17 mai 2017, puis on dit « Hey, t'as donc bien pris une coche de confiance. » Hein? Mais tu sais, tu t'en rends pas compte parce que c'est pas sournois, c'est graduel. Mais tu sais, t'arrives là-bas, t'as pas d'amis, là. T'as pas de famille, t'as rien. Fait qu'il faut que, tu sais, puis des fois, t'as envie de sortir. Fait qu'il faut que tu trouves une gardienne. Je me suis trouvé une femme de ménage, je me suis trouvé une petite garderie pour mes enfants. Puis tout à coup, je suis en face de la maison, il y avait un super beau parc. Je suis assise sur une couverte avec mes deux enfants. Puis j'ai une gang de mères qui me sautent dessus. Ils ont toutes leur poussette double, leur porte-bébé. « Hey, t'es-tu nouvelle où tu restes? Hey, tu veux-tu être dans notre Mother Groups? On va au Playgroups demain. Tu veux-tu venir avec nous? » OK. Fait que ça commence comme ça. Puis là, le lendemain, à 9h, ça cogne à ma porte. Ils sont toutes là. OK, il faut que je parle en anglais en marchant. C'est pas du même côté de la route en plus. C'est niaiseux, mais c'est un trottoir aussi, il y a de l'autre bord. Ah oui. Fait que ça a commencé comme ça. Puis à travers tout ça, moi, je faisais de la photographie déjà. Puis j'ai joint un groupe qui s'appelle Taking Moms, qui est international. Fait que il y avait un forum en ligne. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un groupe en Australie. Fait que j'ai contacté le groupe, maintenant que mon anglais se déniaisait. Puis j'ai fait de la photo de 6h le matin jusqu'à 9h le soir. C'est ce qui m'a sauvé d'un postpartum. J'ai sûrement fait une dépression, mais la photo en a limité, je pense, la profondeur. J'allais plus bien à la fin. Mais la photo, je pense, m'a sauvée. Fait que du matin au soir, je documentais notre quotidien. J'éditais les photos dans les siestes. Quand il faisait pas ci, je pétais une coche. Donc, j'allais vraiment déjà pas bien, je pense. Parce qu'il dormait 2 heures en ligne l'après-midi. De 1 à 3, il dormait.
Puis c'est là que j'allais trier puis éditer mes photos. Puis quand elle ne dormait pas, là, c'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était un de mes premiers signaux que j'allais pas bien, tu sais, parce que j'ai pété des coches vraiment à la fin de mon congé. Mais cette communauté-là, je pense, a changé en partie, mais en fait, a poli ma personnalité parce que moi, j'aime performer, j'aime exceller, mais jamais contre les autres. Tu sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui allait aider les gens à la pause, qui donnait mes notes de cours, qui aidait les gens à étudier. Mais les gens, naturellement, se mettaient en compétition avec moi. Fait qu'il y a de quoi que je dégage que ça engendrait une compétition. Puis là-bas, ben, tu sais, j'étais pas la meilleure photographe. Là, puis il y avait des groupes de critiques. Tu sais, fait que t'envoyais des photos dans le forum, ça critiquait tes photos, puis graduellement, tu prends du galon, puis ça devient toi qui critique les photos des autres. Puis le slogan de la communauté, c'était Community over competition. Tu sais, la communauté avant la compétition. Puis ce mantra-là, il revenait constamment sur les groupes Facebook. C'était tout le temps ça. C'était vraiment un mantra de la communauté. Puis à un moment donné, tu as envie d'être bitch, tu as envie de trouver la photo laide, tu as envie de te sentir supérieur. Ça pratique ta compétence du feedback? Bien, vraiment. Puis tu vois, j'ai été choisie pour donner un cours en ligne sur Clicking Mom. Fait que j'ai été instructrice pour cette communauté-là mondiale. Puis quand je donnais des critiques, parce que dans le cours, les gens t'envoient des photos, puis il faut que tu commandes. Puis j'ai été reconnue dans les critiques à la fin du breakout, ça s'appelait comme ça le format de formation. Puis ça disait qu'Annick, elle est très directe, mais bienveillante, puis avec elle, tu vois leur juste et tu peux vraiment t'améliorer, elle a à cœur ton développement. Puis c'était comme la première fois que quelqu'un mettait des mots sur ma façon d'être, parce que moi, je suis juste comme ça, tu sais, j'ai jamais fait ça en pensant récolter ça. Puis ça m'a comme marqué aussi, OK, j'ai réussi à appliquer la communauté avant la compétition, je redonne au suivant, on m'a donné beaucoup, maintenant je redonne. Puis oui, c'est direct, mais c'est factuel. Parce que quand tu commentes une photo, c'est la lumière n'est pas bonne, tu peux pas me dire ça. Voici pourquoi, puis tu commentes, puis les couleurs, c'est trop bigarré, mais pourquoi? La composition est faite, pourquoi? Fait que tu sais, il y a toujours un fait. Fait que tu peux pas juste dire ta photo, c'est de la merde. Tu peux pas dire j'aime pas ta compétition. Fait que le critiquer des photos, ça m'a aiguisé à toujours trouver le fait, l'élément qui fonctionne pas, puis à proposer une piste d'amélioration aussi. Fait que quand je donne un feedback, c'est toujours maintenant, encore plus maintenant que je suis en expérience employée. Mais ça a été, je pense, mon meilleur entraînement à donner du feedback qui est factuel. Tu peux pas reprendre mon feedback. C'est un fait. Si je remonte dans le cadre conceptuel, là, cet élément-là, il marche pas. OK, maintenant, comment on va l'appliquer ensemble? Fait que tu m'entendras jamais me dire « Hey, je pense que t'es pas bon. » Non. T'es pas bon pour ça. Mais cet élément-là, je pense qu'il est erroné, il est fautif, il est mal appliqué. Voici comment j'observe que cet élément-là est problématique. Mais je reviens toujours à la cause racine. Puis ça, c'est la photo qui m'a amené ça. Fait que quand je suis revenue, ça a été ça dans mon travail. Il y a eu plusieurs embauches de conseillers en développement organisationnel durant ma sabbatique. Puis le réflexe de se mettre un peu, justement, je suis meilleure qu'eux, ils arrivent du privé. Moi, ça fait un bout de temps que je suis au privé. Qui est meilleur que l'autre? Il y avait une compétition parce que quand tu es à la Ville de Québec depuis longtemps, tu deviens un pousseux de crayon ou un fonfon. Parce que celui qui arrive du privé est le nouveau héros national du jour. Un crime, j'ai déjà, moi aussi, été. Ouais. Fait que, il y a comme cette rivalité-là qui s'installait sournoisement à la Ville parce qu'il y a eu une époque où il y avait une entrée massive de gens de l'externe, où là, tu es juste rendu une fonfon, c'est l'autre qui est le new shiny object, tu sais. Mais en revenant en 2017, je voulais plus jouer dans ce film-là. Tu sais, je la connais, ma valeur. Puis si toi, tu veux te comparer puis te penser le héros, ben gars, fais-le. Mais moi, j'embarque pas là-dedans, je joue pas dans ce film-là. Fait que ça a changé beaucoup de choses dans mon mindset, je pense. Puis je pense que ça l'a surtout amené que peu importe l'obstacle que j'ai en avant de moi, il n'y a rien d'insurmontable. J'ai réussi à survivre à une année d'expatriation sans rien comprendre de leur accent au début. Je suis repartie avec un groupe d'amis, avec une expérience que personne ne peut m'enlever, avec peut-être un postpartum puis une dépression. Mais je l'ai vécu, je l'ai surmonté, j'en parle sans aucun tabou. La santé mentale, c'est la santé. Qu'elle soit dans la tête ou dans un bras, c'est la santé. Fait que je suis revenue aussi avec ça, avec un désir d'en parler, que non, c'était pas facile. Tu sais, c'était pas juste beau, l'expatriation en Australie, mais ça m'a permis d'être celle que je suis, puis je pense être une meilleure leader puis une meilleure gestionnaire. Excellent. J'ai vraiment l'impression qu'on pourrait continuer au moins 12 minutes. Vraiment, merci. Je suis vraiment content. Je nous ferai atterrir en douceur. J'ai mon petit jeu de cartes. Je vais prendre une
questions dans la catégorie vie personnelle. Fait que tu as la liberté de répondre. C'est une question pour apprendre à te connaître différemment. Oh, quel serait le magasin où tu dépenserais tout ton argent? C'est drôle, ma fille m'a posé cette question-là il n'y a pas longtemps. Ça serait une agence de voyage. Ah? Et toi? Faire plus de faire. Probablement quelque chose d'électronique. Un gadget électronique. Ou d'autres fois, je réfléchissais, puis j'avais tu sais, pour moi, un cadeau, c'est quelque chose que je m'achèterais pas nécessairement, mais que je veux. Fait, tu sais, j'ai pas nécessairement quand j'étais plus jeune, il fallait faire des listes de cadeaux, puis il fallait pas le dire, puis il fallait mettre plusieurs cadeaux sur la liste parce que... pour le catalogue Sears. Pour que tu ailles la surprise, oui, ça, c'est ça, l'activité. Puis j'étais comme, non, c'est ça que je... Pourquoi faudrait j'en mettre 3 cadeaux? C'est ça que je veux. Pour moi, c'est pas la surprise, c'est je m'achèterais pas ça. Puis je discutais avec ma fille, je me disais... Tu sais, des serviettes dépareillées. Tu sais, dans ma tête, c'est inconcevable d'acheter puis de payer puis d'aller acheter. Mais j'ai toutes des serviettes dépareillées, que ce soit au camping, à la maison. Tu sais, ça se promène, des débarbouillettes, etc. Je me dis, ça, je pense que ce serait une dépense inutile dans ma tête, mais avoir bien de l'argent, je m'achèterais toutes des serviettes pareilles. Tu me sens que c'est beau sur Pinterest, etc. Mais c'est clair que je vais mettre mon argent ailleurs. Je vais m'acheter un gadget avant de m'acheter des serviettes pareilles. Merci beaucoup. J'ai vraiment... ça m'a aidé à réfléchir, à pousser plus loin propre conception du feedback de l'approche puis de l'expérience employée générale. Il y a effectivement plus de choses qui touchent l'employé que la relation de la paye puis de santé-sécurité. Il y a les TI, il y a tellement d'affaires, tout touche l'expérience employée. C'est un rôle fédérateur, est à la direction de l'expérience employée. C'est pas juste des RH, c'est plein d'autres choses. C'est de gérer des projets qui vont toucher l'expérience employée. Merci infiniment, Annick. Merci de m'avoir accueilli. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Pareillement. À bientôt.